Enfouies à travers le monde antique, certaines technologies restent pour nous impossibles à expliquer. Un béton capable de se réparer lui-même 3000 ans plus tard. Un verre qui change complètement de couleur selon la façon dont la lumière le frappe. Une connaissance de l'espace si précise qu'il nous a fallu attendre l'ère spatiale pour la vérifier de manière indépendante. Et, disséminées parmi tout cela, des traces de technologies anciennes qui remontent bien plus loin dans le passé que nous ne pouvons l'imaginer. Puis il y a celles qui ont entièrement disparu. Une arme qui brûlait à la surface de l'océan, dont la formule était si jalousement gardée qu'elle s'éteignit avec l'empire qui l'utilisait. Des métaux forgés à partir de météorites, selon des techniques que personne n'a jamais réussi à expliquer. Et des machines apparaissant à une époque où l'humanité était censée n'être composée que de simples chasseurs-cueilleurs. En vérité, nous avons tendance à nous considérer comme la première civilisation à avoir réellement compris comment tout cela fonctionne. La plus avancée, la plus capable, celle qui est allée le plus loin. Mais plus on examine ce qui a été laissé derrière nous, plus cette conviction devient difficile à maintenir. Ce qui nous a précédés était bien plus avancé que nous ne voulons généralement l'admettre. Et une partie de leurs connaissances demeure encore aujourd'hui inexpliquée. Imaginez un champ de bataille il y a 2000 ans, où une seule lame pouvait décider du destin d'un empire. Dans tout le monde antique, on racontait l'existence d'un métal si tranchant qu'il pouvait fendre en deux un voile de soie en train de tomber, et si résistant qu'il pouvait briser une large épée de fer ordinaire sans même s'ébrécher. Ces armes n'étaient pas de simples instruments de guerre, elles étaient considérées comme des objets presque surnaturels, prisés par les empereurs romains et recherchés jusque dans les plus hautes cours de la Chine des Han. Ce matériau légendaire était l'acier Woods. Il représente un sommet de la science antique des matériaux et demeure l'une des anomalies techniques les plus déconcertantes de l'histoire. Pendant plus d'un millénaire, le secret de sa fabrication fut le plus précieux secret industriel de la planète, préservé dans des villages reculés du sous-continent indien. Le mystère de l'acier Woods commence par ses performances. À une époque où la plupart des soldats portaient de lourdes lames de fer cassantes qui se pliaient ou se brisaient fréquemment dans la violence du combat, les guerriers du sous-continent indien possédaient quelque chose de totalement différent. La lame en Woods réunissait parfaitement deux qualités opposées. Elle était assez dure pour conserver un tranchant de rasoir, tout en restant assez souple pour absorber le choc d'une charge de cavalerie. Une fois poli, le métal révélait à sa surface un motif tourbillonnant caractéristique, évoquant de l'eau en mouvement ou du sable qui se déplace. Ce motif ondulé n'était ni une gravure décorative, ni un traitement de surface. Il était la manifestation physique de la structure cristalline interne de l'acier, présente jusque dans le cœur de la lame. Pour comprendre qui créa ce chef-d'œuvre, il faut remonter au moins au VIe siècle avant notre ère, dans les régions méridionales de l'Inde. Les maîtres forgerons des dynasties Chera, Chola et Pandya développèrent un complexe industriel localisé en avance de plusieurs siècles sur son époque. Ces artisans n'étaient pas de simples forgerons. Ils étaient, dans les faits, parmi les premiers ingénieurs chimistes du monde. Ils travaillaient sur le plateau du Décan et dans les régions du Tamil Nadu, transformant ce territoire accidenté en immense centre de production. Cette industrie soutenue par les États alimentait un réseau commercial mondial, l'acier constituant une exportation de très grande valeur qui faisait affluer l'or romain et le vin méditerranéen dans les ports indiens. La fabrication d'un seul petit lingot de Woods exigeait une patience extrême et un contrôle rigoureux de l'atmosphère. Les forgerons utilisaient une méthode au creuset fondamentalement différente de tout ce qui existait alors en Europe. Ils prenaient un minerai de fer d'une grande pureté et le scellaient dans de petits creusets d'argile façonnés à la main, avec des matières organiques précises, notamment du bois et des feuilles de Cassia auriculata. Une fois hermétiquement fermés avec de l'argile, ces récipients étaient placés dans un four et chauffés pendant plusieurs jours. En scellant le creuset, les forgerons créaient un environnement sous pression et dépourvu d'oxygène. Le fer pouvait ainsi absorber lentement le carbone de la matière végétale carbonisée, transformant le minerai brut en un alliage à forte teneur en carbone avec une précision difficile à égaler, même pour des capteurs modernes. Le rôle de la matière organique dans ces creusets a récemment été éclairé par la science moderne, et les résultats ont profondément surpris les chercheurs. À la fin des années 1990, des études menées par des métallurgistes comme John Verhoeven et Alfred Pendray utilisèrent la microscopie électronique pour observer le cœur d'anciens échantillons de Woods. Ils découvrirent que ces forgerons antiques pratiquaient, sans le savoir, une forme de nanotechnologie. Les feuilles et le bois précisément choisis pour le procédé agissaient comme des catalyseurs chimiques, créant dans l'acier des nanotubes de carbone et des nanofils de cémentite.
Ces structures microscopiques conféraient au métal sa résistance légendaire. Les forgerons du sud de l'Inde avaient trouvé un moyen de modifier l'architecture moléculaire de l'acier plus de 2000 ans avant même que nous sachions ce qu'était une molécule. L'importance de cet acier s'explique par les exigences militaires très particulières de l'époque. Les empires du sud de l'Inde étaient de grandes puissances terrestres et navales, qui avaient besoin d'armes capables de résister à des combats prolongés et de très forte intensité. Ils développèrent des armes comme l'urumi, une épée fouet flexible qui exigeait que l'acier puisse être enroulé, puis déployé brutalement à répétition. L'acier Wootz, avec sa nanostructure composée de carbure dur intégrée dans une matrice plus tendre et flexible, pouvait supporter ce type de contraintes mécaniques. Il donnait à leur régiment d'élite un avantage à la fois psychologique et physique, leurs lames pouvant durer bien plus longtemps que celles de leurs ennemis dans une guerre d'usure. La demande mondiale pour ce matériau conduisit finalement à l'un des échecs scientifiques les plus célèbres de l'histoire. Au début du 19e siècle, le physicien britannique Michael Faraday devint obsédé par la résistance à la corrosion et à la rupture de l'acier indien. On lui remit des échantillons originaux et il tenta de reproduire le procédé dans son laboratoire. Faraday était l'homme qui avait ouvert la voie à notre compréhension de l'électromagnétisme. Pourtant, il ne parvint pas à percer le secret du creuset à Wootz. Il soupçonnait que le secret résidait dans l'ajout de silice ou d'aluminium, mais ces reproductions ne présentaient ni le motif ondulé caractéristique, ni la résistance interne des originaux. Il finit par abandonner le projet, laissant l'acier comme une énigme non résolue sur son établi. Verhoeven et Pendray découvrirent finalement pourquoi Faraday et tant d'autres avaient échoué. Le secret ne résidait pas seulement dans le carbone ou dans la chaleur. Il se trouvait dans la terre elle-même. Le minerai de fer du plateau du Décan contenait naturellement de faibles traces de vanadium. Cet élément rare jouait le rôle d'un germe essentiel permettant aux nanophiles de cémentite de se développer en bandes parallèles. Sans cette signature géologique précise, les recettes traditionnelles devenaient inutiles. Les anciens forgerons avaient développé une technologie parfaitement adaptée à la chimie de leur sol local. Lorsque ces gisements particuliers commencèrent à s'épuiser au XIXe siècle, le motif ondulé cessa d'apparaître et le secret commença à se perdre. Le coup final porté à cette technologie fut politique. Lorsque la Compagnie britannique des Indes orientales consolida son contrôle sur l'Inde, elle considéra la production locale de Wootz comme une menace pour l'acier industriel importé de Grande-Bretagne. Pour protéger ses intérêts économiques, elle interdit la fonte locale et démantela de force les réseaux de production du Sud. Comme le procédé reposait sur une tradition orale transmise de génération en génération, de maître à apprenti, l'arrêt de la production signifia la disparition du savoir. Les hommes capables d'interpréter la couleur du feu et le son d'un creuset en train de refroidir moururent sans transmettre leur sensibilité au métal. Aujourd'hui, nous savons fabriquer des alliages modernes d'une résistance exceptionnelle, mais nous peinons encore à reproduire exactement les nanostructures internes du Wootz antique avec les mêmes méthodes brutes et traditionnelles. Nous disposons des données qui nous indiquent ce que contient le métal, mais nous avons perdu cette maîtrise intuitive des éléments qui permettait, il y a 2000 ans, à un forgeron de village de produire une véritable pièce de nanotechnologie. Ainsi, le motif ondulé et scintillant d'une lame en Wootz constitue la trace matérielle d'un sommet du génie humain que nous cherchons encore à comprendre. Dans le désert du sud de la Jordanie actuelle se trouve Petra, une vaste métropole directement taillée dans des falaises de grès rouge. Aujourd'hui, le site est célèbre pour ses façades ornées, mais son existence n'a été rendue possible que par une immense infrastructure invisible destinée à gérer une ressource extrêmement rare. Les Nabatéens étaient à l'origine un peuple arabe nomade qui s'installa dans la région vers le IVe siècle avant notre ère. Ils choisirent un emplacement qui semble peu adapté à une ville permanente, puisque la région reçoit moins d'environ 15 cm de pluie par an. Malgré cela, Petra finit par abriter, à son apogée, une population estimée à 30 000 habitants. La ville ne se contentait pas de survivre. Elle possédait de luxuriants jardins publics, d'immenses bassins à ciel ouvert et des fontaines fonctionnant toute l'année. Cela fut rendu possible par une compréhension poussée de l'hydrologie et de la gestion des pentes, qui leur permettait de recueillir chaque goutte d'humidité issue d'un vaste bassin versant environnant. Au cœur de leur technologie se trouvait un réseau de plus de 800 citernes souterraines dissimulées. Il ne s'agissait pas de simples trous creusés dans le sol, mais de chambres conçues avec soin et taillées directement dans la roche. Pour empêcher l'eau stockée de s'infiltrer dans le grès poreux ou de s'évaporer sous la chaleur intense, les Nabatéens avaient mis au point un enduit imperméable spécialisé. L'analyse moderne
montrent que cet enduit reposait sur un mélange de chaux et de cendres volcaniques, formant un scellement hydraulique durable qui durcissait au contact de l'eau. En maintenant les réservoirs sous terre et parfaitement étanches, il s'assurait que l'eau restait fraîche et à l'abri des bactéries qui prolifèrent habituellement dans les bassins ouverts du désert. Acheminer cette eau jusqu'au centre de la ville exigeait une grande précision mathématique. Les Nabatéens posèrent des kilomètres de conduites en terre cuite le long des parois rocheuses, en maintenant une pente descendante régulière d'exactement 4 degrés. Cette inclinaison précise était un choix calculé. Si la pente était trop forte, la pression de l'eau augmentait jusqu'à risquer de faire éclater les raccords en céramique. Si elle était trop faible, l'eau stagnait ou n'atteignait pas sa destination. Cette maîtrise des gradients leur permettait d'acheminer l'eau depuis des sources situées à plus de 8 km, fournissant en permanence le cœur de la ville grâce à la seule gravité. Le contrôle de l'eau fut le principal moyen par lequel les Nabatéens assurèrent leur richesse. Ils se trouvaient au carrefour des routes commerciales les plus lucratives du monde antique, notamment celles de l'encens et de la myrrhe. Les chefs de caravanes voyageant du sud de l'Arabie vers la Méditerranée devaient traverser le territoire nabatéen. En fournissant une eau fiable et une protection dans un paysage où ni l'une ni l'autre n'existait, les Nabatéens créèrent un véritable monopole stratégique. Ils imposaient de lourdes taxes pour le passage et les droits d'accès à l'eau, transformant une tribu nomade en l'un des royaumes les plus riches de la région. Les progrès technologiques récents ont révélé l'ampleur réelle de cette ingénierie. Des études menées par des chercheurs tels que T.S. Akashay et le Petra National Trust ont cartographié les ruines visibles en surface, tandis que les relevés lidar ont permis de regarder sous le sable. Ces relevés aériens au laser ont révélé des milliers de canaux dissimulés, de barrages de dérivation et de systèmes de terrasses invisibles à l'œil nu. Ces structures remplissaient une double fonction. Pendant la saison sèche, elles dirigeaient l'humidité vers les citernes. Lors des rares mais violentes tempêtes hivernales, elles servaient de système de contrôle des crues. En brisant l'élan des crues soudaines grâce à une série de petits barrages, les Nabatéens empêchaient leur ville d'être emportée tout en captant l'eau pour une utilisation ultérieure. Le déclin de cet empire de l'eau commença avec l'annexion romaine en l'an 106 de notre ère. Les Romains étaient eux aussi d'excellents ingénieurs, mais leur arrivée modifia les priorités de la région. La main-d'œuvre spécialisée que les Nabatéens avaient employée pendant des siècles pour nettoyer les conduites en terre cuite et entretenir les pièges à limon fut affectée à d'autres projets impériaux. Avec le temps, ces systèmes commencèrent à se dégrader. Sans curage constant, les canaux souterrains s'obstruèrent. Une série de puissants séismes au IVe et VIe siècle finit par fissurer les citernes et rompre les principaux aqueducs. Faute de connaissances techniques ou de ressources pour réparer cette infrastructure dissimulée, la population diminua et le désert finit par reprendre possession de la ville. Au XXe siècle, archéologues et ingénieurs commencèrent à comprendre que les ruines de Petra étaient bien plus qu'un cimetière de temples. Aujourd'hui, des ingénieurs spécialisés dans les régions désertiques étudient les méthodes nabatéennes afin de concevoir des systèmes durables de collecte de l'eau en milieu aride. L'approche nabatéenne, fondée sur une collecte décentralisée à petite échelle, se révèle souvent plus efficace dans les climats désertiques que les grands barrages modernes, qui perdent d'énormes quantités d'eau par évaporation. Nous comprenons la physique de leur conduite et de leur pente, mais l'ampleur même de leur réseau souterrain demeure un accomplissement sans équivalent dans le domaine de la conservation de l'eau. Le passage de la maîtrise nabatéenne de l'eau liquide à la maîtrise romaine de l'architecture solide montre à quel point des secrets d'ingénierie pouvaient définir une époque entière. Cela nous conduit au mystère de la coupe de Lycurgue, un objet de verre capable de manipuler la lumière d'une manière qui ne réapparaîtrait pas avant plus d'un millénaire. Pour un visiteur de musée, elle semble n'être qu'un objet décoratif remarquablement façonné. Mais lorsque l'éclairage change, elle révèle une propriété physique qui ne sera plus observée dans les traces laissées par l'humanité pendant plus de 1000 ans. La coupe fut produite au milieu du IVe siècle de notre ère, à une époque de profondes transformations culturelles et religieuses dans l'Empire romain. C'était l'époque de la dynastie constantinienne, lorsque la cour impériale appréciait les vases élaborés à décors ajourés, connus sous le nom de diatrètes. Il s'agissait des objets de verre les plus coûteux et les plus difficiles à fabriquer du monde romain, avec une cage décorative extérieure minutieusement dégagée à partir d'un seul bloc de verre massif. La coupe de Lycurgue est le seul exemplaire complet connu de ce type de vase réalisé en verre dichroïque, ce qui en fait un chef-d'œuvre unique, probablement commandé pour les plus hauts rangs de la société romaine. L'imagerie sculptée dans le verre est aussi saisissante que la science qui la sous-tend. Elle représente le mythique roi Lycurgue de Thrace,
étranglé par des lianes en châtiment de son orgueil. Selon le mythe, Lycurgue avait attaqué le dieu Dionysos et l'une de ses ménades, Ambrosia. En représailles, les dieux transformèrent Ambrosia en vigne, qui s'enroula autour du roi et l'emprisonna. Le choix de cette scène était hautement intentionnel. Comme la coupe servait à boire du vin, le passage du vert à un rouge profond couleur de vin constituait une métaphore visuelle de la puissance de Dionysos, mais aussi du liquide même que le récipient était destiné à contenir. La caractéristique la plus spectaculaire de la coupe reste son comportement optique. Éclairée de face, elle apparaît d'un vert pois opaque et uniforme. Mais si une source lumineuse est placée à l'intérieur ou derrière, le verre change brusquement et devient d'un rouge sang profond et translucide. Cet effet reposait sur un procédé qui déconcerta les historiens pendant des décennies. Longtemps, les chercheurs crurent que ce changement de couleur résultait d'une anomalie chimique ou d'un heureux accident de fabrication. Il fallut attendre la fin du XXe siècle pour disposer des outils permettant d'examiner l'intérieur du verre et de comprendre la réalité physique de sa structure. En 1990, des chercheurs du British Museum menèrent une étude détaillée afin de déterminer précisément ce qui se produisait dans la matrice du verre. Une équipe dirigée par Ian Freestone utilisa un microscope électronique en transmission pour examiner des fragments microscopiques retirés de la coupe lors d'une restauration antérieure. Elle découvrit que le verre contenait une quantité infime de particules d'argent et d'or. Ces métaux n'étaient pas simplement mélangés au verre de manière traditionnelle. Ils y étaient suspendus sous forme de nanoparticules. Les artisans romains avaient réduit ces métaux à des particules d'environ 70 nanomètres, soit approximativement 1/1000 de la taille d'un grain de sel. La science de ce changement de couleur, appelée résonance plasmonique de surface, est complexe. Lorsque la lumière frappe ces particules métalliques particulières, les électrons à la surface de l'or et de l'argent vibrent de façon à diffuser les longueurs d'onde les plus courtes, notamment le bleu et le vert. C'est pourquoi la coupe paraît verte lorsque la lumière se réfléchit sur sa surface extérieure. En revanche, lorsque la lumière traverse le verre par l'arrière, ces mêmes nanoparticules laissent passer les longueurs d'onde plus longues, comme le rouge, tout en bloquant les autres. Un tel degré de précision exigeait que les Romains maîtrisent un rapport très précis entre les métaux, environ 330 parties par million d'argent pour 40 parties par million d'or. Cet équilibre exact suggère qu'ils ne jetaient pas simplement des copeaux métalliques dans une cuve. Ils avaient plutôt développé un procédé chimique étroitement contrôlé afin d'assurer une répartition uniforme des particules dans le verre en fusion. Si les particules étaient trop grandes, ou si leur concentration variait ne serait-ce que légèrement, l'effet dichroïque disparaissait. Le verre devenait simplement trouble, opaque ou d'une seule couleur immuable. La régularité de la coupe de Lycurgue suggère l'existence d'une guilde de verriers hautement spécialisée, capable de maîtriser les cycles précis de chauffage et de refroidissement nécessaires à la formation de ces nanoparticules dans le verre. Les artisans à l'origine de cet objet appartenaient aux guildes spécialisées de verriers romains qui prospérèrent durant le Bas Empire. Ces guildes étaient souvent très secrètes et transmettaient leurs recettes et leurs techniques selon un système de maître à apprenti. La fonction de la coupe était presque certainement de manifester le prestige impérial. En utilisant la technologie pour imiter la couleur du vin, tout en représentant un mythe consacré au dieu du vin, les Romains démontraient leur capacité à manipuler le monde naturel pour le plaisir de l'élite. L'objet constituait une démonstration de luxe qui était en même temps un exploit d'ingénierie de très haut niveau, conçu pour impressionner les invités des banquets impériaux les plus exclusifs. La disparition de cette technologie coïncida avec la fragmentation générale de l'Empire romain au Ve siècle. À mesure que la structure impériale s'effondrait, les guildes centralisées de verriers commencèrent elles aussi à se désagréger. Les chaînes d'approvisionnement en or et en argent de grande pureté, ainsi que les connaissances spécialisées permettant de les réduire en nanoparticules, disparurent avec le déplacement des centres économiques de la Méditerranée. Faute de recettes chimiques consignées par écrit, l'art du verre dichroïque se perdit. Les connaissances en nanométallurgie disparurent pratiquement des archives historiques pendant près de 1600 ans. Tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance, les verriers tentèrent de reproduire les teintes rubis observées sur les objets romains antiques, mais ils parvinrent rarement à obtenir les mêmes propriétés dichroïques. Ils utilisaient souvent du cuivre ou différents oxydes de fer, qui donnaient un verre rouge, mais celui-ci restait rouge quelle que soit la direction de l'éclairage. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les chimistes commencèrent à comprendre le rôle des métaux colloïdaux dans la coloration du verre. Même alors,
ils ne disposaient pas des moyens nécessaires pour mesurer les particules à l'échelle nanométrique. À la fin du XXe siècle, des scientifiques de la NASA redécouvrirent une technologie de revêtement dichroïque similaire pour les miroirs de satellites et les visières de casques d'astronautes. Ces applications modernes utilisent de fines couches de métal pour réfléchir les rayonnements nocifs, tout en laissant passer la lumière visible, selon les mêmes principes physiques que ceux observés dans la coupe de Lycurgue. Aujourd'hui, nous pouvons reproduire cette coupe avec du matériel de laboratoire et un chauffage contrôlé par ordinateur. Mais nous ne pouvons toujours pas expliquer entièrement comment les Romains atteignaient une telle précision moléculaire dans un atelier traditionnel dépourvu de capteurs chimiques modernes ou de thermomètres. L'existence de la coupe oblige à réévaluer les limites techniques du IVe siècle. Elle montre que les artisans antiques étaient capables de pratiquer ce que nous appelons aujourd'hui la science des matériaux, même s'ils décrivaient leurs procédés dans d'autres termes. Il ne se contentait pas de façonner du verre. Il concevait son interaction avec la lumière à un niveau que l'humanité ne retrouverait qu'à l'ère de l'exploration spatiale. La coupe de Lycurgue demeure la trace matérielle d'un sommet technique sophistiqué, atteint, maîtrisé, puis totalement oublié. Alors que les ingénieurs de la dynastie Song utilisaient l'eau pour suivre le mouvement des astres, l'Empire byzantin employait un autre type de liquide pour protéger les frontières de sa capitale. Cette substance était le feu grégeois, une arme terrifiante qui assura pendant des siècles la survie de l'Empire romain d'Orient. Apparu au 7e siècle de notre ère, le feu grégeois était un liquide qui brûlait avec une chaleur intense et que l'eau ne pouvait éteindre. Il continuait même à brûler en flottant à la surface de la mer. Il constituait l'arme de dissuasion navale ultime, permettant à la flotte byzantine d'incendier les navires ennemis avant qu'ils ne puissent franchir les défenses de Constantinople. L'histoire de cette arme se concentre autour d'un moment de crise précis. En l'an 673, une immense flotte lança une attaque contre Constantinople. Les Byzantins étaient très largement inférieurs en nombre et semblaient au bord de l'effondrement. Selon les récits historiques, un réfugié nommé Kallinikos d'Héliopolis arriva dans la ville après avoir fui les combats en Syrie. Il présenta à l'empereur une nouvelle invention, un feu liquide pouvant être projeté depuis les navires. Ce n'était ni une flèche incendiaire primitive, ni un simple récipient d'huile enflammée. C'était un système d'armes chimiques sophistiqué qui transforma la guerre maritime. La technologie du feu grégeois reposait sur deux éléments distincts, le mélange chimique lui-même et le système mécanique servant à le projeter. Le dispositif de lancement était une pompe en bronze sous pression appelée siphon, qui fonctionnait d'une manière très proche d'un lance-flamme moderne. Les ingénieurs byzantins chauffaient le liquide dans une chaudière fermée, puis utilisaient une pompe manuelle pour le forcer à travers une buse en bronze montée à l'avant du navire. La pression permettait de projeter un jet de feu sur plusieurs dizaines de mètres. Comme le liquide était sous pression, il sortait de la buse avec un puissant rugissement que les témoins comparaient au tonnerre. Cette partie mécanique du système exigeait une grande maîtrise du travail du métal. Les pompes devaient être parfaitement étanches et suffisamment résistantes pour supporter à la fois la chaleur du liquide bouillant et la pression nécessaire à sa projection. Si les joints des conduites en bronze cédaient, l'arme devenait aussi dangereuse pour les marins byzantins que pour l'ennemi. Chaque navire équipé de ce dispositif devait donc embarquer une équipe spécialisée d'ingénieurs capables de maintenir la pression et de manipuler en sécurité des produits chimiques volatiles au milieu du chaos d'une bataille navale. Les propriétés chimiques de la substance étaient spécifiquement adaptées au combat en mer. La plupart des incendies de l'époque pouvaient être éteints avec un seau d'eau de mer, mais le feu grégeois réagissait au contraire plus violemment au contact de l'eau. On le décrivait comme un feu collant, capable d'adhérer aux coques en bois et aux vêtements des marins. Une fois allumé, il devenait presque impossible à retirer. Les récits historiques indiquent que seules 3 substances pouvaient éteindre les flammes de façon fiable: de grandes quantités de sable, du vinaigre fort ou de l'urine humaine. Ces exigences très particulières renvoient à une composition chimique complexe que les chercheurs modernes tentent encore de déterminer. Au XXe siècle, historiens et chimistes commencèrent à mener de véritables analyses médico-légales des descriptions conservées de l'arme. Des chercheurs comme John Haldon et Maurice Byrne se sont intéressés aux signatures chimiques mentionnées dans les textes byzantins. L'hypothèse principale veut que la base du mélange ait été du pétrole brut, ou naphta, naturellement disponible dans les régions entourant la mer Noire. Les Byzantins y auraient probablement ajouté des résines pour épaissir le liquide et du soufre pour accroître la chaleur des flammes. Une partie plus controversée de cette hypothèse concerne l'emploi de chaux vive. Lorsque la chaux vive entre en contact avec l'eau,
Elle provoque une réaction chimique qui dégage une quantité importante de chaleur. Si les Byzantins avaient trouvé le moyen de maintenir de la chaux vive en suspension dans une base huileuse, la projection du liquide sur la mer aurait pu provoquer une inflammation automatique dès son contact avec l'eau salée. Cela expliquerait pourquoi le feu semblait naître directement à la surface de l'eau. Cependant, conserver un tel mélange sous forme liquide et stable sans qu'il réagisse trop tôt dans le réservoir aurait exigé une compréhension avancée de la chimie. L'utilisation du feu grégeois était strictement contrôlée par le gouvernement byzantin. La formule était considérée comme un secret sacré garantissant la sécurité de l'Empire. L'empereur Constantin VII alla jusqu'à affirmer que le secret du feu avait été révélé au premier empereur Constantin par un ange. Il avertissait que tout fonctionnaire qui le divulguerait serait frappé par la foudre divine. Ce n'était pas seulement un discours religieux, c'était un moyen de préserver un monopole stratégique. Le savoir était si compartimenté qu'aucune personne ne connaissait l'ensemble du procédé. Une famille pouvait savoir raffiner l'huile, une autre construire les pompes en bronze, et une troisième préparer les additifs finaux. Ce secret extrême est la principale raison pour laquelle la technologie fut perdue. Le système byzantin était fortement centralisé, mais lorsque l'Empire commença à se fragmenter au XIe et XIIe siècle, ces groupes d'artisans spécialisés furent dispersés. Lors de la 4e croisade, en 1204, lorsque Constantinople fut attaquée par les Européens occidentaux, une grande partie des infrastructures de la ville fut détruite. Le secret ne fut jamais consigné intégralement, et lorsque les familles qui détenaient chacune une partie de la formule disparurent, la capacité de fabriquer l'arme s'éteignit avec elle. Lorsque les Turcs ottomans prirent la ville en 1453, les Byzantins avaient déjà perdu le secret de leur arme la plus efficace et durent défendre leurs murailles sans leur célèbre feu. On ne saurait exagérer l'impact du feu grégeois sur la carte du monde. Pendant plus de 500 ans, il constitua une véritable barrière technologique empêchant différents califats de progresser vers l'Europe par la Méditerranée. Grâce à leur capacité à incendier des flottes entières, les Byzantins conservèrent une suprématie navale qui permit à leur culture et à leurs systèmes administratifs de survivre bien plus longtemps qu'ils ne l'auraient fait autrement. La disparition du secret ne signifiait pas seulement la perte d'une recette chimique, c'était la perte de la principale assurance vie de l'Empire. Les tentatives modernes de recréer le feu grégeois ont été nombreuses, mais en grande partie infructueuses. Nous savons produire des liquides qui brûlent sur l'eau, comme le napalm, mais ceux-ci reposent sur des matériaux synthétiques modernes et de l'essence gélifiée. Lorsque des chercheurs tentent d'en fabriquer une version uniquement avec des matériaux disponibles au 7e siècle, tels que le soufre, l'huile et les résines, ils peinent à reproduire son caractère collant et la combustion rugissante décrite dans les textes. Aucune reconstitution moderne n'a parfaitement reproduit l'observation historique selon laquelle la substance pouvait continuer à brûler sous la surface de l'eau, un phénomène qui suggère la présence dans le mélange d'un composant capable de fournir son propre oxygène. Les voyages polynésiens et la reconstruction de l'horloge de Susong ont montré que nous pouvons souvent retrouver des systèmes mécaniques ou de navigation par essais successifs. Mais le feu grégeois représente une perte chimique beaucoup plus difficile à inverser. Sans les proportions exactes ni les sources locales précises des matières premières, le véritable feu grégeois demeure un mystère. Il constitue un exemple unique d'un secret d'État si bien gardé qu'il a effectivement empêché aussi bien les ennemis que les générations futures de le comprendre pleinement. Contrairement au béton moderne, qui commence souvent à se dégrader après 50 à 100 ans, les structures romaines sont restées solides pendant plus de 2 millénaires. Cette longévité est particulièrement visible dans leurs ouvrages maritimes, où des ports antiques sont immergés dans l'eau salée depuis 2000 ans et sont même devenus plus résistants avec le temps. Avant la mise au point de ce mélange volcanique, les bâtisseurs méditerranéens s'appuyaient principalement sur la maçonnerie en pierre de taille, composée de grands blocs façonnés à la main et maintenus par leur propre poids ou par de simples mortiers de chaux. Cette méthode traditionnelle exigeait énormément de travail et limitait la taille des structures réalisables. Un mur de pierre taillée n'est jamais plus solide que la friction qui maintient ces blocs ensemble. Lorsque les Romains introduisirent un béton hydraulique pouvant être coulé, ils transformèrent la logique fondamentale de la construction. Au lieu d'empiler des éléments séparés, ils pouvaient créer une masse monolithique unique de pierres artificielles. Cela permit de réaliser de vastes espaces intérieurs et d'immenses voûtes qu'il aurait auparavant été impossible de soutenir avec de la brique ou de la pierre traditionnelle. Pendant des décennies, les ingénieurs supposèrent que le béton romain n'était qu'une version plus primitive de notre ciment Portland moderne. Nous pensions que les Romains avaient simplement eu la chance de disposer de matières premières de grande qualité.
Pourtant, les structures modernes construites en milieu marin se désagrègent souvent lorsque le sel corrode leurs armatures d'acier et que l'eau lessive les agents liants. À l'inverse, les brise-lames et les quais romains restent intacts. Cette constatation a profondément transformé notre manière de considérer le génie civil antique. Le béton romain n'est pas un matériau statique, mais un matériau réactif qui poursuit une évolution chimique continue tout au long de son existence. Au cœur de cette technologie se trouvait un mélange précis de chaux vives et de cendres volcaniques appelé pouzzolane. Les Romains se procuraient principalement cette cendre dans la région de la baie de Naples, notamment près du Vésuve. Mélangées à l'eau, ces matières provoquaient une réaction pouzzolanique qui produisait une substance durable, semblable à de la pierre. Mais le véritable secret, resté mystérieux jusqu'à une période très récente, résidait dans la méthode de mélange. Pendant des siècles, les historiens pensèrent que les Romains transformaient soigneusement leur chaux en une pâte homogène avant d'y ajouter les cendres. Nous savons désormais que cette idée était erronée. En 2023, une étude majeure dirigée par Admir Mazik au MIT révéla un procédé différent appelé mélange à chaud. En analysant des échantillons microscopiques de béton romain provenant des murs de Privernum, les chercheurs découvrirent de petits fragments minéraux blancs appelés inclusions de chaux. Par le passé, les archéologues les considéraient comme la preuve d'un mélange médiocre ou de matériaux de mauvaise qualité. L'équipe de Mazik découvrit que ces inclusions résultaient du mélange direct de chaux vive avec de la cendre volcanique et de l'eau, à des températures extrêmement élevées. Ce procédé à chaud produisait un matériau chimiquement non uniforme, contenant au contraire des réservoirs réactifs de calcium. Ces inclusions de chaux confèrent au béton une capacité d'autoréparation. Lorsqu'une fissure microscopique se forme dans un mur romain sous l'effet d'un séisme ou des assauts de la mer, l'eau s'infiltre dans la fente. En atteignant une inclusion de chaux, elle dissout le calcium et forme une solution qui recristallise rapidement. Cette nouvelle croissance minérale comble la fissure et referme la structure, réparant le dommage de l'intérieur avant qu'il ne puisse entraîner une défaillance majeure. Cela explique pourquoi le Panthéon, avec son immense coupole en béton non armé, a traversé les siècles sans s'effondrer sous son propre poids, ni se désagréger sous l'effet de l'environnement. Les ingénieurs militaires et civils de l'Empire romain développèrent ce système parce qu'ils devaient répondre à un besoin urgent d'infrastructures stables sur un territoire immense. À mesure que Rome s'étendait, elle avait besoin de ports en eau profonde, fiables, pour approvisionner ses légions et ses populations urbaines en pleine croissance. La maçonnerie traditionnelle en pierre était trop lente et trop coûteuse pour l'échelle des constructions nécessaires. Grâce au béton, les ingénieurs romains pouvaient couler sur place des structures gigantesques. Même sous l'eau, ils utilisaient des coffrages en bois pour contenir le mélange, qui prenait et durcissait malgré la présence de la mer, leur permettant de construire des ports là où aucune protection naturelle n'existait. L'une des applications les plus célèbres de cette technologie est le Panthéon de Rome, achevé sous l'empereur Hadrien vers l'an 126 de notre ère. Sa coupole est un prodige de gestion du poids des matériaux. À la base, le béton est épais et mélangé à de lourds granulats de basalte afin d'assurer sa résistance. À mesure que la coupole s'élève vers son ouverture centrale, les ingénieurs passent à des granulats plus légers, comme la pierre ponce poreuse, afin de réduire le poids. Ce système de densité graduée leur permit de bâtir une coupole de plus de 43 mètres de portée sans aucune poutre de soutien intérieur. Parmi les autres réalisations remarquables figurent les thermes de Caracalla et les marchés de Trajan, qui utilisaient d'immenses voûtes en béton pour former un complexe commercial intérieur à plusieurs niveaux. Le comportement de ce béton en milieu marin a été étudié plus en profondeur par le projet RomaCons, une initiative internationale de recherche qui passa plus de 10 ans à tester du béton de type romain dans diverses conditions océaniques. Les chercheurs découvrirent que l'eau salée agit en réalité comme un catalyseur de la résistance du béton. Lorsque l'eau de mer pénètre dans le matériau, elle réagit avec la cendre volcanique pour former un minéral rare appelé tobermorite alumineuse. Ces cristaux se développent à l'intérieur du béton pendant des centaines d'années, s'entrecroisant dans la matière comme un réseau microscopique. Alors que le béton moderne finit par être détruit par la mer, le béton romain utilise les minéraux présents dans l'eau pour resserrer progressivement sa propre structure. Derrière cette réussite se trouvaient les architecti et les mensores, architectes et arpenteurs des légions romaines. Très mobiles, ils transportaient leurs manuels techniques d'un bout à l'autre de l'Empire. Leur objectif était une durabilité standardisée. Ils devaient pouvoir être certains qu'un pont construit en Bretagne serait aussi fiable qu'un temple d'Afrique du Nord. L'emploi de recettes normalisées et du mélange à chaud
leur permit d'atteindre un niveau de contrôle de la qualité qui soutint les infrastructures impériales pendant des siècles. La disparition de cette technologie ne fut pas provoquée par un seul événement, mais par l'effondrement des chaînes d'approvisionnement spécialisées qui la rendaient possible. L'ingrédient essentiel, la cendre pouzzolanique, devait être expédiée en quantité massive depuis la baie de Naples jusqu'aux chantiers répartis dans toute la Méditerranée. Lorsque l'Empire romain d'Occident commença à se fragmenter au 5e siècle, ces réseaux de transport maritime cessèrent de fonctionner. Les bâtisseurs locaux perdirent l'accès à la cendre volcanique et à la chaux vive spécifique nécessaire au mélange à chaud. Privés des bonnes matières premières, ils revinrent à des mortiers de chaux plus simples, dépourvus des propriétés hydrauliques et des mécanismes d'auto-réparation du mélange romain d'origine. À mesure que disparaissait le savoir technique des architectes, le secret du béton romain devint une légende. Au Moyen Âge, certains bâtisseurs observaient les ruines romaines et croyaient qu'elles avaient été construites par des géants, tant ils étaient incapables de reproduire la dureté de leurs pierres. Il fallut près de 1300 ans pour redécouvrir le ciment hydraulique, et même alors, les versions industrielles que nous avons créées privilégiaient la rapidité et la résistance à court terme, plutôt que la durabilité sur plusieurs générations de la méthode romaine. Aujourd'hui, des chercheurs tentent de reproduire cet ancien code chimique afin de répondre à une crise contemporaine. La production moderne de ciment Portland est responsable d'environ 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. En adoptant l'approche romaine fondée sur la cendre volcanique et les inclusions de chaux autoréparatrices, les ingénieurs espèrent créer une nouvelle génération de béton plus durable et nécessitant beaucoup moins d'entretien. Si un bâtiment peut durer 200 ans au lieu de 50, le coût environnemental de sa construction diminue radicalement. Nous avons réussi à comprendre le mécanisme chimique des inclusions de chaux, mais nous peinons encore à produire ce matériau à grande échelle avec la même efficacité que les Romains. Notre industrie moderne de la construction repose sur la standardisation du ciment Portland, et revenir à un matériau réactif mélangé à chaud nécessiterait de modifier fondamentalement la manière dont nous fabriquons et transportons les matériaux de construction. Nous pouvons observer les résultats de leur génie dans les quais de la Méditerranée, mais reconstruire la tradition industrielle qui les a produits reste un lent processus d'essai et d'erreur. Alors que les bâtisseurs de l'Empire romain utilisaient le béton pour élever des monuments très au-dessus du sol, une autre forme d'ingénierie était déjà implantée sous la terre de l'Italie centrale. Bien avant que le premier aqueduc romain ne soit imaginé, une civilisation connue sous le nom d'Étrusques avait développé une méthode sophistiquée de gestion du paysage. Elle créa un réseau souterrain de canaux appelé cuniculi. Il ne s'agissait pas de simples drains ni d'égouts. C'était un vaste système hydraulique intégré destiné à contrôler la nappe phréatique sur des milliers de kilomètres carrés dans les régions correspondantes aujourd'hui à la Toscane et au Latium. La culture étrusque émergea à l'âge du fer, vers 900 avant notre ère, dans la région du centre-nord de l'Italie, appelée Étrurie. Si leurs origines restent débattues parmi les historiens, leur influence sur le développement de la civilisation occidentale est indéniable. Les Étrusques formaient une confédération souple de 12 cités-États indépendantes, chacune constituant une puissance régionale dotée de son propre roi et de son propre gouvernement. Contrairement à l'Empire romain centralisé qui leur succéda, les Étrusques formaient un ensemble culturel et religieux uni par une langue commune, sans lien avec le latin parlé par leurs voisins. C'était un peuple maritime, qui contrôlait la mer Tyrrhénienne et commerçait abondamment avec les Grecs et les Phéniciens. Ces contacts avec le vaste monde méditerranéen leur permirent d'importer des idées dans l'art, la religion et la métallurgie, puis de les adapter à une identité culturelle propre. Au 7e siècle avant notre ère, les Étrusques étaient devenus l'une des sociétés les plus riches et technologiquement avancées de la Méditerranée. Ils maîtrisaient le travail du bronze et la joaillerie, mais leurs réalisations les plus impressionnantes concernaient la gestion des terres. Ils vivaient dans un paysage marqué par l'activité volcanique, où le sous-sol était constitué de tuf, une cendre volcanique solidifiée. Cette roche était facile à tailler, mais le relief rendait l'agriculture difficile. Pour se défendre, les Étrusques s'installaient sur des plateaux élevés, tandis que les vallées situées en contrebas étaient sujettes aux inondations et à la formation d'eau stagnante. Afin de transformer ce terrain difficile en un territoire agricole productif, ils développèrent une maîtrise de l'hydraulique probablement plus avancée que tout ce que l'on trouvait alors dans les mondes grecs ou égyptiens. L'étude des cuniculi révèle que les Étrusques furent les principaux architectes du paysage italien avant l'essor de la République romaine. Dans des cités-États comme Véies, Caere et Tarquinia,
Ils comprirent que la croissance urbaine dépendait d'un excédent agricole. Pour l'obtenir, ils entreprirent un ambitieux projet de drainage des terres. En creusant des tunnels directement dans le tuf volcanique, ils pouvaient détourner les excès d'eau souterraine vers les cours d'eau voisins. C'était une forme d'ingénierie passive. Ils ne pompaient pas l'eau, ils lui créaient simplement un nouveau chemin. Cela leur permit de récupérer des milliers d'hectares de fonds de vallées marécageux et de les transformer en certaines des terres céréalières les plus fertiles d'Italie. Mais creuser ces tunnels représentait un défi technique considérable. Pour que l'eau s'écoule régulièrement sans éroder le sol du tunnel ni stagner, les Étrusques devaient maintenir une pente extrêmement précise. Dans de nombreux cuniculi étudiés autour de l'ancienne ville de Véies, les ingénieurs réussirent à conserver une pente exacte d'1 degré sur plusieurs kilomètres. Atteindre une telle précision dans l'obscurité totale, à plusieurs dizaines de mètres sous terre, exigeait une application rigoureuse des principes élémentaires de physique et d'arpentage. Cela suggère que les Étrusques disposaient d'une classe spécialisée d'ingénieurs qui consacraient leur vie à maîtriser le comportement de l'eau et les propriétés structurelles de la roche volcanique. Pour conserver leur trajectoire, les terrassiers étrusques utilisaient un système de puits verticaux appelé pozzi. Ces puits étaient creusés depuis la surface jusqu'au tracé prévu du tunnel à intervalles réguliers, généralement espacés d'environ 30 à 45 mètres. Ils fournissaient aux ouvriers une ventilation indispensable et permettaient d'évacuer efficacement la roche extraite. Mais leur fonction la plus importante était de servir de point de référence fixe pour l'arpentage. En suspendant dans ces puits des fils à plomb, de simples poids en plomb attachés à des cordes, les ouvriers pouvaient établir une référence verticale. Cela leur permettait de vérifier leur profondeur et leur direction par rapport au relief de surface, afin d'éviter que le tunnel ne dérive vers une colline ou ne descende trop brusquement dans un ravin. Pour maintenir la direction horizontale et la pente précise d'1 degré entre deux puits, les terrassiers utilisaient des alignements de flammes. Ils plaçaient des lampes à huile en ligne droite sur le sol du tunnel. En regardant vers le puits précédent et en alignant les flammes, ils pouvaient vérifier que le tunnel ne déviait ni vers la gauche ni vers la droite. La pente était probablement contrôlée à l'aide d'un niveau à eau. Un outil courant de l'époque consistait en une longue auge en bois remplie d'eau. Tant que l'eau restait à la même distance du bord supérieur aux deux extrémités, les ouvriers savaient qu'ils conservaient l'inclinaison voulue. Ce procédé méthodique permettait à des équipes creusant depuis des directions opposées de se rejoindre au milieu avec une marge d'erreur de seulement quelques centimètres. Un exploit de coordination qui exigeait un calendrier précis et une communication constante entre les équipes de surface et celles travaillant sous terre. Notre compréhension moderne de l'ampleur de ces travaux commença dans les années 1960 avec les relevés pionniers de Sheldon Judson et Anne Kahan. Ils recensèrent des milliers de kilomètres de tunnels, dont beaucoup avaient été oubliés depuis plus de 2000 ans. Ces dernières années, les chercheurs ont utilisé la technologie LIDAR pour les cartographier avec davantage de précision. Grâce à des avions équipés de lasers qui balayent la surface du sol, ils peuvent détecter les légères dépressions laissées par les puits verticaux, même lorsque ceux-ci sont dissimulés sous une forêt dense ou des bâtiments modernes. Dans la seule région de Véies, le LIDAR a révélé un véritable labyrinthe de canaux, montrant que les Étrusques géraient l'eau de toute une région comme un projet unique. Ils ne creusaient pas seulement pour drainer les terres, ils créaient un environnement durable. Les cuniculi constituaient aussi une source d'eau fiable pendant les mois secs de l'été. Taillés dans un tuf poreux, les tunnels fonctionnaient comme des puits horizontaux et recueillaient l'eau qui filtrait naturellement à travers la roche. Cette eau était ensuite utilisée pour l'irrigation et même pour l'alimentation des villes. Cette conception à double usage, drainage en hiver et collecte en été, témoigne d'une approche globale du génie civil qui équilibrerait aujourd'hui encore les besoins urbains avec le cycle des saisons. Le déclin de cette technologie commença avec l'essor de Rome. Lorsque la République romaine conquit finalement la cité étrusque de Véies en 396 avant notre ère, elle hérita du paysage, mais ne sut pas entretenir les infrastructures qui se trouvaient en dessous. Les cuniculi n'étaient pas autonomes. Ils exigeaient un travail manuel régulier pour éliminer le limon et les débris entraînés lors des fortes pluies. À mesure que les Romains concentraient leurs efforts sur la construction de monuments plus visibles et l'expansion de leurs frontières par la conquête militaire, l'entretien des tunnels étrusques fut négligé. Rome privilégiait le grandiose et le public, souvent au détriment des systèmes discrets et invisibles qui maintenaient l'équilibre du territoire. En quelques siècles, nombre de tunnels se remplirent de sédiments. L'eau cessa de circuler et les vallées retrouvèrent leur état marécageux naturel. Cette transformation environnementale
eut un effet direct sur la santé de la région. Les eaux stagnantes des vallées négligées devinrent des lieux de reproduction pour les moustiques, favorisant le retour du paludisme. La maladie devint un problème chronique dans les campagnes romaines, réapparaissant pendant des siècles et affectant fortement la population ainsi que l'économie de l'Empire. Les historiens citent souvent les marais de la Maremme, en Italie, comme un exemple tragique de ce qui se produit lorsqu'un système de drainage sophistiqué est laissé à l'abandon. La disparition du savoir hydraulique étrusque transforma un territoire agricole productif en un risque sanitaire qui affecta la péninsule italienne jusqu'à l'époque moderne. Les Romains finirent par construire leurs propres aqueducs afin d'amener de l'eau douce dans les villes. Mais ces ouvrages avaient une fonction différente. Les aqueducs romains transportaient l'eau sur de longues distances pour alimenter bains publics et fontaines. Les cuniculi étrusques, au contraire, constituaient une forme d'ingénierie environnementale passive, conçue pour travailler avec la nappe phréatique naturelle. Les Romains reprirent le principe des puits verticaux et les techniques de contrôle des pentes pour leurs propres ouvrages. Mais ils n'égalèrent jamais tout à fait l'approche étrusque, fondée sur le drainage de l'ensemble du paysage. Les Étrusques considéraient la terre comme un équilibre à préserver, alors que les Romains la voyaient davantage comme un espace à conquérir et à remodeler. Aujourd'hui, les ingénieurs considèrent les cuniculi comme une réalisation majeure de gestion durable des terres. Nous pouvons désormais calculer ces pentes avec des niveaux numériques et des guides laser. Mais le fait qu'une civilisation ait pu atteindre une telle précision par excavation manuelle et avec de simples alignements de flammes témoigne de remarquables capacités d'observation. Nous comprenons la fonction des tunnels, mais la précision manuelle nécessaire pour les creuser avec une telle exactitude, sans instruments modernes d'arpentage, demeure un sujet d'intérêt pour les historiens des techniques. Les cuniculi sont la trace matérielle d'une civilisation qui transforma la terre elle-même pour l'adapter à ses besoins, avant que cette terre ne reprenne progressivement ses droits lorsque le savoir technique disparut. Tandis que les ingénieurs de l'Italie centrale perfectionnaient le drainage des sols, les Mayas d'Amérique centrale tournaient leur regard dans la direction opposée. Dans les basses terres tropicales de l'actuel Mexique, du Guatemala et du Belize, se développa une civilisation qui considérait le mouvement des astres comme le principal modèle de l'existence humaine. Les Mayas n'étaient pas de simples observateurs des étoiles, c'étaient des mathématiciens passionnés qui suivaient les cycles du Soleil, de la Lune et des planètes avec une précision qui remet en question notre perception de la science antérieure au télescope. Leur héritage technique est inscrit dans d'immenses monuments de pierre et dans quelques livres sur papier d'écorce qui ont survécu et révèlent une compréhension sophistiquée des mouvements orbitaux. La profondeur de l'astronomie maya commença à être pleinement comprise grâce à l'étude du Codex de Dresde, l'un des 4 livres mayas conservés. La plupart des bibliothèques mayas furent détruites lors de la conquête espagnole. Mais ce document particulier arriva en Europe au XVIIIe siècle. Il contient des tables complexes qui suivent les mouvements de la planète Vénus sur plusieurs siècles. Lorsque les chercheurs commencèrent à déchiffrer ces inscriptions en les comparant aux sculptures de monuments de sites comme Copan et Chichen Itza, ils comprirent que les Mayas utilisaient un système de calendrier imbriqué pour cartographier le temps à la fois à l'échelle humaine et cosmique. La conception maya du temps reposait sur 2 cycles principaux, le Tzolk'in et le Ab. Le Tzolk'in était un calendrier rituel de 260 jours, probablement lié à la gestation humaine ou au cycle agricole des hautes terres. Le Ab était un calendrier solaire de 365 jours, proche du nôtre, mais sans année bissextile. Ces 2 cycles fonctionnaient ensemble comme 2 engrenages imbriqués. Tous les 18 980 jours, soit environ 52 ans, ils revenaient simultanément à leur position de départ, formant ce que l'on appelle la ronde calendaire. Ce système permettait aux Mayas d'organiser les besoins quotidiens de leur société. Mais pour suivre l'histoire profonde de l'univers, ils développèrent le compte long. Le compte long était un décompte linéaire des jours partant d'un point fixe situé dans un passé lointain, précisément le 11 août 3114 avant notre ère. Ce calendrier reposait sur un système vigésimal, c'est-à-dire en base 20. Les Mayas utilisaient des unités appelées kin pour les jours, winal pour 20 jours, Tun pour 360 jours, Katun pour 7200 jours et Baktun pour 144 000 jours. Grâce à cette structure, ils pouvaient consigner des dates situées à des millions d'années dans le passé ou dans le futur. C'est ce système qui leur permit d'effectuer les calculs astronomiques sophistiqués qui fascinent encore les chercheurs modernes. L'une des réalisations les plus extraordinaires de la science maya fut le calcul du cycle synodique de Vénus.
Ce cycle correspond au temps nécessaire pour que Vénus revienne à la même position apparente dans le ciel vu depuis la Terre. Les mesures modernes établissent ce cycle à environ 583,92 jours. Après des siècles d'observation à l'œil nu, les prêtres astronomes mayas l'avaient calculé à 584 jours. Pour corriger la petite différence fractionnaire, ils développèrent un système d'ajustement appliqué sur des milliers d'années. L'analyse récente de leur table suggère qu'ils parvenaient à limiter l'erreur à seulement 1 jour sur 6000 ans. Cette précision orbitale fut atteinte sans télescope, sans horloge et même sans outils métalliques. Les responsables de ces calculs étaient les Ajikin, les prêtres astronomes des cours mayas. Ils considéraient le temps comme une force divine et cyclique, dans laquelle les événements du passé pouvaient se reproduire à l'avenir lorsque les mêmes conditions cosmiques revenaient. Leur objectif principal était de fournir aux élites dirigeantes les alignements célestes les plus favorables pour les cérémonies politiques, les campagnes militaires et la planification agricole. Dans la vision maya du monde, la légitimité d'un roi dépendait de sa capacité à synchroniser ses actes avec les mouvements des dieux, souvent personnifiés par les planètes. Vénus, en particulier, était associée à la guerre, et son apparition comme étoile du matin déterminait souvent le moment choisi pour lancer d'importants raids ou combats. L'étude scientifique de ces calendriers fut ouverte au XXe siècle par des chercheurs comme J. Eric S. Thomson, puis Anthony Aveni, souvent considéré comme l'un des fondateurs de l'archéoastronomie moderne. Thomson contribua à établir les correspondances entre les glyphes mayas et le calendrier occidental, tandis qu'Aveni se concentra sur l'orientation des édifices mayas. Il découvrit que de nombreuses structures, comme le caracol de Chichen Itza ou le palais du gouverneur à Uxmal, étaient précisément alignées sur les points de lever et de coucher de Vénus à ses positions les plus extrêmes sur l'horizon. Ces bâtiments étaient en quelque sorte des instruments de pierre, conçus pour capter les mouvements du ciel et les transmettre aux générations futures. Une avancée importante eut lieu en 2012, avec la découverte d'une petite habitation dans les ruines de Xultun, au Guatemala. À l'intérieur, les archéologues trouvèrent une pièce dont les murs étaient couverts de peintures aux traits fins et de notations mathématiques. Contrairement aux inscriptions officielles des monuments de pierre, ces marques semblaient être les véritables feuilles de calcul des astronomes mayas. Les tableaux consignaient les cycles de la Lune, de Mars et de Vénus, ainsi que des dates d'éclipses futures. Cette découverte offrit un rare aperçu du travail quotidien des scribes et montra que les Mayas affinaient constamment leurs données par l'observation et la correction. Les mathématiques utilisées pour ces calculs étaient très avancées. Les Mayas furent l'une des rares civilisations antiques à découvrir indépendamment le concept du zéro, qu'ils représentaient par un glyphe évoquant une coquille. Leur système en base 20 n'utilisait que 3 signes, un point pour 1, une barre pour 5 et la coquille pour 0. Cette notation simple leur permettait d'effectuer des additions et des soustractions complexes et de manipuler les nombres immenses nécessaires au compte long. L'existence de ces tableaux de travail à Xultun suggère que les astronomes mayas pratiquaient une forme de science fondée sur les données qui serait parfaitement reconnaissable à un chercheur moderne. La disparition de cet héritage mathématique fut directement liée à la conquête espagnole du XVIe siècle. En 1562, dans la ville de Mani, le franciscain Diego de Landa ordonna de brûler des milliers de livres mayas. Il considérait ces codex comme des superstitions et des mensonges du diable et cherchait à effacer les connaissances traditionnelles des Mayas afin de faciliter leur conversion au christianisme. En un seul après-midi, l'immense majorité des connaissances mayas en histoire, en sciences et en mathématiques fut réduite en cendres. Les calendriers survécurent sur les façades de pierre des monuments et dans la mémoire des populations, mais les archives détaillées expliquant la manière dont les calculs étaient effectués furent en grande partie détruites. Après l'effondrement de la civilisation maya classique au IXe siècle de notre ère, nombre de grandes cités furent abandonnées et reprises par la jungle. La lignée spécialisée des prêtres astronomes se rompit, et une grande partie des connaissances mathématiques avancées disparut. Lorsque les Espagnols arrivèrent, les Mayas utilisaient encore les calendriers de 260 et de 365 jours, mais les calculs de temps profond du compte long étaient en grande partie tombés en désuétude. La destruction des livres par De Landa fit que la logique mathématique précise qui se trouvait derrière leurs calculs resta mystérieuse pendant près de 4 siècles. Les tentatives modernes de reproduire les calculs mayas ont révélé toute la rigueur de leur méthode. Nous pouvons vérifier leurs données à l'aide de superordinateurs et d'observations satellitaires, confirmant l'extraordinaire précision de leur trajectoire planétaire. Pourtant,
Nous ne pouvons toujours pas expliquer complètement comment ils atteignaient ce niveau sans lentilles, ni instruments mécaniques de mesure du temps. Il semble qu'ils se soient appuyés sur une méthode de moyenne à très long terme, enregistrant des observations pendant des centaines d'années avant d'en calculer une valeur centrale. Cela exigeait une continuité des archives sur plusieurs générations et une patience rarement égalée dans l'histoire des sciences. Les calendriers mayas témoignent d'une civilisation qui voyait l'univers comme une machine complexe mais ordonnée. Face au mouvement apparemment chaotique des planètes, elle sut identifier les rythmes mathématiques sous-jacents. Leurs villes sont aujourd'hui en ruine, mais leurs calculs restent gravés dans la pierre, témoignant d'une époque où l'esprit humain pouvait cartographier le système solaire par la seule observation. Cette attention portée au ciel et aux structures du temps n'était pas propre aux Mayas, mais la rigueur de leurs mathématiques les distingue de presque toutes les autres cultures antiques. Tandis que les Mayas cartographiaient les cycles infinis des astres, une autre avancée technologique se produisait dans le nord de l'Europe. Sur les champs de bataille médiévaux, du 9e au 11e siècle, un type particulier d'arme commença à apparaître, semblant défier les normes métallurgiques de son époque. Il s'agissait des épées Ulfbert. Environ 170 de ces lames ont été découvertes en Scandinavie et dans le nord de l'Europe, toutes distinguées par un même nom inscrit dans l'acier, Ulfbert. Ces épées étaient tellement supérieures aux armes ordinaires de leur époque qu'elles représentaient, en quelque sorte, le matériel militaire de haute technologie de l'âge viking. Pour comprendre pourquoi elles s'écartaient autant de la norme, il faut examiner l'état de la métallurgie européenne au début du Moyen Âge. La plupart des forgerons de l'époque travaillaient dans de petites forges locales au service d'un village ou d'un seigneur particulier. Ils utilisaient des bas-fourneaux, sortes de cheminées d'argile remplies de couches alternées de minerais de fer et de charbon de bois. Ces fours ne pouvaient pas atteindre les températures nécessaires pour faire fondre complètement le fer. Ils produisaient à la place une loupe, masse spongieuse et incandescente de fer mêlée de poches de sable et de pierre, appelée scorie. La vie du forgeron médiéval était marquée par la tâche épuisante consistant à raffiner cette loupe. Il devait marteler sans cesse la masse chauffée pour en expulser les scories liquides, un procédé qui n'était jamais totalement efficace. Comme le fer n'atteignait jamais véritablement l'état liquide, le carbone du charbon de bois s'y répartissait de manière inégale. Il en résultait des armes soit trop tendres et faciles à plier, soit trop cassantes et susceptibles de se briser au choc. Pour compenser ces faiblesses, les forgerons employaient la soudure à motifs. Ils torsadaient plusieurs barres de qualité de fer différentes, créant les motifs caractéristiques en serpentin ou en chevron, visibles sur de nombreuses lames de l'époque viking. Aussi belles que fonctionnelles, ces techniques restaient des solutions complexes destinées à compenser une carence fondamentale, l'absence d'un acier de grande qualité. Les épées Ulfbert rompaient complètement avec cette tradition. Ces lames furent probablement produites dans l'Empire franc, plus précisément dans la région rhénane de l'actuelle Allemagne. À l'époque carolingienne, les Francs constituaient la grande puissance de l'Europe, disposant des ateliers les mieux organisés et d'une compréhension croissante de la production à grande échelle. Bien que d'origine franque, ces épées devinrent surtout célèbres entre les mains des Vikings. Les Scandinaves étaient parmi les plus grands consommateurs de technologie militaire de pointe et obtenaient ces lames supérieures aussi bien par le commerce que par les raids. Au IXe siècle, la Rhénanie était un centre majeur de commerce et d'artisanat, où les maîtres forgerons travaillaient selon des règles strictes. Le nom Ulfbert fonctionnait probablement comme une forme précoce de marque associée à un atelier capable de produire en grande quantité. Le mystère des Ulfbert réside dans la composition même du métal. Contrairement aux lames à motifs de leur époque, les véritables épées Ulfbert étaient fabriquées en acier au creuset à forte teneur en carbone. Ce matériau se distinguait par une pureté remarquablement régulière et une teneur en carbone près de 3 fois supérieure à celle des autres lames européennes contemporaines. La fabrication de l'acier au creuset exige de chauffer le fer à environ 1650 degrés Celsius. À cette température, le métal devient entièrement liquide, permettant aux scories de remonter à la surface et d'être retirées. Le procédé produit un acier presque dépourvu des faiblesses internes qui faisaient éclater les épées ordinaires au contact des boucliers. Pendant 1000 ans, les historiens pensèrent que la technologie européenne avait été incapable d'atteindre de telles températures avant la révolution industrielle du XIXe siècle. Les analyses métallurgiques du Dr Alan Williams ont joué un rôle central dans la compréhension de cette anomalie. En étudiant la structure microscopique d'échantillons d'Ulfbert, Williams constata que l'acier était remarquablement homogène. Cette pureté permettait de fabriquer une épée plus fine, plus légère
et beaucoup plus souple qu'une lame soudée à motif. Pour un guerrier viking, cette différence pouvait décider de la vie ou de la mort. Une épée ordinaire pouvait céder après avoir frappé un lourd bouclier de bois, alors qu'une Ulfberht pouvait se plier, puis retrouver sa forme initiale, tout en conservant un tranchant de rasoir pendant toute une campagne. Cela autorisait un style de combat plus rapide et plus agile, impossible avec des armes de fer plus lourdes et plus encombrantes. En raison de leur coût immense et de leur performance supérieure, ces épées étaient réservées aux guerriers de plus haut rang et aux membres de l'élite. Elles étaient des symboles de statut comparables, dans un sens moderne, à une marque de luxe. Mais le prestige du nom entraîna aussi une forme précoce d'espionnage industriel et de contrefaçon. De nombreuses épées Ulfberht conservées sont en réalité des copies de qualité inférieure, fabriquées avec du fer de bas fourneau ordinaire et portant un nom mal orthographié ou une variante de l'inscription. Les véritables lames en acier au creuset, en revanche, restaient dans une catégorie à part, probablement fabriquées dans la Rhénanie-Franque avant d'être exportées vers la Scandinavie. La manière dont ces épées étaient produites a notamment été étudiée dans un documentaire de la série Nova de PBS. Des forgerons modernes tentèrent de recréer une Ulfberht uniquement avec les outils et les matériaux disponibles au IXe siècle. Ils constatèrent que, même avec des connaissances expertes, construire un four capable d'atteindre et de maintenir environ 1650 degrés Celsius constituait un défi considérable. L'expérience montra que les anciens forgerons devaient posséder une compréhension spécialisée de la circulation de l'air et des combustibles, notamment de l'utilisation du charbon de bois et des eaux, afin d'atteindre le point de fusion du fer. Les eaux pouvaient, de manière intéressante, fournir du carbone et du phosphore utiles à la purification de l'acier, ce qui suggère que les forgerons auraient même pu intégrer des éléments rituels, comme des ossements d'ancêtres ou d'animaux, à leur manière de renforcer le métal. Une hypothèse importante concernant l'origine de cet acier s'appuie sur les routes commerciales établies par les Vikings. Même si les épées furent probablement forgées en Europe, l'acier brut au creuset pourrait avoir provenu d'Asie centrale. À l'apogée de l'âge viking, la route commerciale de la Volga reliait la Scandinavie au monde islamique, où la production d'acier Woods était déjà connue. Selon cette hypothèse, les Vikings échangeaient des fourrures, de la cire et des esclaves contre de petits lingots d'acier à forte teneur en carbone provenant de régions correspondant aujourd'hui au Turkménistan ou à l'Afghanistan. Ces lingots auraient ensuite été transportés en Europe et forgés en lame Ulfberht par des maîtres forgerons francs. La disparition de cette technologie coïncida avec la rupture de ces routes commerciales orientales au XIe siècle. Lorsque les changements politiques et les conflits perturbèrent la circulation des marchandises le long de la Volga et de la mer Caspienne, l'approvisionnement en acier au creuset à forte teneur en carbone venu d'Asie centrale se tarit. Sans cette matière première, les forgerons européens ne purent plus produire des lames de qualité Ulfberht. Ils possédaient le savoir-faire nécessaire pour façonner le métal, mais pas les connaissances géologiques ou chimiques permettant de fabriquer eux-mêmes cet acier à partir de minerais européens. La métallurgie du nord de l'Europe revint ainsi pendant près de 800 ans à la méthode inférieure de la soudure à motif. Cette chute soudaine de qualité est visible dans les vestiges archéologiques. Les épées fabriquées après le XIe siècle présentent davantage de scories et un retour à l'assemblage de couches de fer de qualité différente pour obtenir de la résistance. Le secret de l'acier au creuset disparut parce que cette technologie dépendait d'une chaîne d'approvisionnement mondiale bien particulière, plutôt que d'une invention strictement locale. L'Ulfberht était un produit mondialisé. Une fois le lien rompu entre la source de matière première et la forge, la technologie s'éteignit avec lui. Il fallut attendre le procédé Bessemer au XIXe siècle pour que l'Europe recommence à produire régulièrement un acier d'une telle pureté. Des forgerons modernes ont réussi à réaliser des reproductions d'Ulfberht possédant une résistance et une pureté comparables aux originales. Mais ils s'appuient presque toujours sur des fours modernes à température contrôlée. Recréer une lame à partir du minerai brut, avec pour seule source de chaleur un feu de charbon de bois, reste un exploit exigeant une intuition du comportement du métal en fusion que nous avons du mal à reproduire. Nous comprenons la chimie qui rendait ces épées supérieures, mais nous reconstituons encore l'organisation exacte des anciennes forges qui permettaient d'obtenir ces résultats de façon régulière. Le passage de l'acier forgé des Vikings aux masses de fer de l'Inde ancienne révèle un autre moment où la métallurgie atteignit un sommet qui continue de déconcerter les observateurs modernes. Alors que les Vikings maîtrisaient la puissance portable de l'épée, des ingénieurs de Delhi créaient un monument colossal qui a traversé plus de 1600 ans sans se couvrir de rouille.
Haute d'environ 7 mètres dans le complexe de Qutb à Delhi, la colonne de fer de 6 tonnes témoigne du niveau avancé des connaissances chimiques de l'Empire Gupta. Pour les touristes qui la visitent aujourd'hui, elle ressemble à une simple colonne métallique sombre. Mais pour les spécialistes des matériaux, elle constitue une anomalie métallurgique qui résiste au processus naturel de corrosion depuis plus d'un millénaire. La colonne fut commandée par Chandragupta II, l'un des plus puissants empereurs de la dynastie Gupta, au IVe siècle de notre ère. C'était l'âge d'or de l'Inde, une période marquée par d'immenses progrès en mathématiques, en astronomie et en chimie. Initialement conçue comme un dvaja ou étendard, consacré au dieu Vishnu, la colonne se trouvait probablement dans un complexe religieux d'Udayagiri, avant d'être déplacée des siècles plus tard à son emplacement actuel à Delhi. Elle fut érigée comme monument de victoire destiné à conserver durablement le souvenir des triomphes de l'empereur. À l'époque, travailler le fer à une telle échelle représentait une difficulté considérable, et la fabrication d'une colonne massive de 6 tonnes constituait un exploit d'ingénierie que l'Europe ne reproduirait pas avant encore un millénaire. Le principal mystère entourant la colonne tient à une question simple. Pourquoi n'a-t-elle pas été détruite par la rouille? Dans le climat humide soumis à la mousson de Delhi, un objet de fer de cette taille aurait normalement dû se désagréger en poussière rouge il y a des siècles. Pendant longtemps, certains chercheurs imaginèrent que le fer pouvait être d'origine extraterrestre ou posséder une pureté presque magique. Il fallut attendre la fin du XXe siècle pour qu'une analyse scientifique fournisse une explication plus solide. La résistance de la colonne à la rouille ne vient pas de la pureté de son fer, mais d'une réaction chimique particulière qui se produit à sa surface. Les études détaillées de R. Balasubramaniam, de l'Institut indien de technologie, ont permis de décrypter le fonctionnement de cette couche protectrice. Il découvrit que la colonne est composée d'un type particulier de fer forgé, présentant une teneur inhabituellement élevée en phosphore. Dans la sidérurgie moderne, le phosphore est généralement éliminé parce qu'il rend le métal cassant et difficile à souder. Les anciens forgerons indiens utilisaient pourtant un minerai naturellement riche en phosphore et choisissaient de ne pas l'éliminer pendant la réduction. Cette forte teneur en phosphore, associée à la manière dont le fer avait été forgé, créa un film passif à la surface de la colonne. Cette couche protectrice est constituée d'un minéral complexe appelé misawite. Lorsque le fer fut pour la première fois exposé à l'air et à l'humidité du climat indien, une fine couche d'oxyde de fer, autrement dit de rouille ordinaire, commença à se former. Mais grâce au phosphore présent dans le métal, cette rouille ne continua pas à ronger le cœur de la colonne. Le phosphore agit au contraire comme un catalyseur, transformant la corrosion en une couche dense et amorphe de phosphate d'hydrogène et de fer. Ce film de misawite ne mesure qu'environ 5 centièmes de millimètre d'épaisseur, mais il est extrêmement stable et pratiquement étanche. Il isole efficacement le fer de son environnement, empêchant l'oxygène et l'humidité d'atteindre le métal situé en dessous. Le procédé de fabrication était lui-même un chef-d'œuvre de soudage à la forge. La colonne ne fut pas coulée dans un moule unique, elle fut construite progressivement, couche après couche. Les forgerons indiens utilisaient une technique consistant à marteler ensemble de petites masses de fer incandescent jusqu'à former un bloc solide. Les marques de marteau sont encore visibles à la surface de la colonne, là où ces différents éléments ont été soudés. Cette méthode assurait l'expulsion d'une grande partie des impuretés, essentiellement des scories, tout en répartissant uniformément le phosphore dans l'ensemble de la structure. Le procédé exigeait énormément de travail et la coordination de centaines d'ouvriers autour d'une masse métallique gigantesque portée au blanc. L'Empire Gupta pouvait soutenir un tel niveau de travail spécialisé parce que sa société associait étroitement science et religion. Le Rasa Shastra, la science indienne ancienne des minéraux et des métaux, constituait un domaine particulièrement développé. Ces praticiens n'étaient pas de simples forgerons. C'étaient de véritables précurseurs de la chimie, capables de comprendre comment différents minerais et combustibles modifiaient le produit final. Ils employaient une réduction au charbon de bois, qui permettait un échange chimique plus lent et mieux contrôlé entre le combustible et le métal. C'était le fondement de la métallurgie indienne, réputée dans tout le monde antique pour produire certains des meilleurs fers et aciers existants. L'étude de la colonne de fer franchit une étape décisive avec les travaux de Balasubramaniam, qui démontra que sa durabilité résultait directement et volontairement de l'ancienne technique de réduction. Il montra que les anciens Indiens avaient, en pratique, créé un matériau auto-réparateur. Si la surface de la colonne est rayée ou ébréchée, le fer mis à nu réagit simplement avec l'air et forme une nouvelle couche de misawite. Ce degré d'adaptation à l'environnement
est encore aujourd'hui difficile à reproduire de manière pleinement durable pour les ingénieurs métallurgistes. La disparition de cette technologie particulière se produisit au XIXe siècle avec l'arrivée de la révolution industrielle en Inde. Lorsque l'administration coloniale britannique introduisit des méthodes modernes de réduction au charbon minéral, les procédés traditionnels fondés sur le charbon de bois commencèrent à disparaître. La réduction au charbon minéral est beaucoup plus rapide et permet de produire davantage de fer, mais elle introduit dans le métal d'autres impuretés, notamment du soufre. Le soufre perturbe la formation de la couche protectrice de misaouite. À mesure que disparaissaient les savoirs spécialisés des anciennes guildes de fondeurs, la capacité de produire du fer résistant à la corrosion à cette échelle fut sacrifiée au profit de la rapidité et du volume industriel. Le passage du charbon de bois au charbon minéral modifia durablement la chimie du fer indien. L'ancien fer forgé fut remplacé par de la fonte et de l'acier produit en masse qui, malgré une résistance mécanique supérieure dans certains usages, ne possédait pas la résistance exceptionnelle à la corrosion du métal de l'époque Gupta. Les forgerons traditionnels ne recevaient plus de commandes pour d'immenses monuments publics et leurs manuels techniques reposaient souvent sur des traditions orales qui n'avaient jamais été entièrement consignées. Au milieu du XXe siècle, la recette précise permettant de former ce film passif riche en phosphore avait pratiquement disparu, remplacée par la galvanisation moderne et des revêtements chimiques qui nécessitent un entretien régulier. De célèbres bâtiments et monuments indiens utilisèrent cette technologie du fer, notamment les immenses poutres métalliques du temple du soleil de Konark et du temple de Puri. Ces structures employaient le fer comme renforcement, permettant des portées de pierre bien plus importantes qu'elles ne l'auraient été autrement. Dans ces environnements côtiers, où l'air salin constitue une menace permanente, un fer résistant à la corrosion était essentiel. Le fait que certaines de ces poutres aient résisté à l'air marin pendant 800 ans témoigne une nouvelle fois de la régularité de cette tradition métallurgique avant son déclin. Aujourd'hui, nous savons produire différents alliages résistants à la rouille, comme l'acier inoxydable, en ajoutant de grandes quantités de chrome et de nickel. Mais ces matériaux sont coûteux et énergivores. La colonne de fer représente une autre approche. Un simple fer forgé qui utilise sa propre chimie interne pour se protéger. Nous pouvons aujourd'hui reproduire sa signature chimique, mais nous peinons encore à égaler la longévité de ce matériau particulier sans recourir à des additifs modernes. La colonne demeure la trace physique d'une époque où la métallurgie indienne comptait parmi les plus avancées du monde, exploitant les propriétés naturelles de la terre pour créer quelque chose qui semble presque échapper au temps. De la maîtrise chimique du fer indien à l'ingénierie monumentale des Andes, nous découvrons différentes manières dont les civilisations anciennes ont résolu le problème de la permanence. Alors que les métallurgistes de Delhi manipulaient la structure moléculaire du métal pour empêcher la rouille, les Incas modifiaient les fondations mêmes de la Terre afin de résister à la violence des plaques tectoniques. Au-dessus de la ville de Cusco, dans l'actuel Pérou, se dresse Sacsayhuaman, une immense citadelle qui réunit certains des plus grands blocs de pierre et des assemblages les plus précis de l'histoire humaine. Pour les conquistadors espagnols qui la découvrirent au XVIe siècle, le site semblait si inexplicable qu'ils crurent qu'il avait dû être construit par des démons plutôt que par des hommes. L'ampleur même de Sacsayhuaman révèle un niveau de coordination logistique sans équivalent dans les Amériques précolombiennes. Le site se caractérise par 3 murs parallèles en zigzag, chacun s'étendant sur plus de 400 mètres. Ils sont composés de blocs de calcaire dont certains dépassent 9 mètres de hauteur et atteignent jusqu'à 120 tonnes. Malgré leur taille immense et leurs formes polygonales irrégulières, ces pierres s'emboîtent avec une telle précision qu'un simple brin d'herbe ne peut être glissé dans les joints. Tout cela fut réalisé sans mortier, sans outils en fer et même sans roues, ce qui en fait un chef-d'œuvre d'ingénierie mécanique. Et l'une des plus grandes structures jamais entreprises dans les Amériques précolombiennes. Pour mesurer l'ampleur de cet accomplissement, il faut comprendre l'évolution extraordinairement rapide du peuple Inca. À l'origine simple petite tribu de la vallée de Cusco, les Incas devinrent le plus vaste empire de l'hémisphère occidental en moins d'un siècle. Avant le milieu du XVe siècle, leur style architectural était beaucoup plus modeste et reposait surtout sur des pierres brutes assemblées avec un mortier de terre. Mais à mesure que leur territoire s'étendit, ils développèrent une véritable obsession religieuse et politique pour la pierre. Pour les Incas, la pierre était une matière vivante et sacrée. Ils pensaient qu'en façonnant et en assemblant précisément les rochers sans mortier, ils créaient une harmonie divine entre le travail humain et le monde naturel. Cette transformation stylistique coïncida avec le règne de Pachacútec, le 9e Sapa Inca.
Sous sa direction, les Incas abandonnèrent progressivement la simple maçonnerie pirca, faite de pierres brutes et de terre, au profit du style impérial que l'on observe à Sacsayhuaman. Cette évolution n'était pas seulement esthétique, elle constituait aussi un outil psychologique de l'Empire. En déplaçant des blocs pouvant atteindre 120 tonnes, l'État Inca démontrait son contrôle absolu sur l'environnement autant que sur sa population. Ils continuèrent à perfectionner cette technologie en expérimentant différents types de roches, du calcaire tendre à l'andésite extrêmement dur, et en développant pour chacune des outils et des techniques spécifiques. La mobilisation nécessaire à ces grands chantiers reposait sur le système de la mita, une forme de service public obligatoire. Chaque homme adulte en bonne santé devait consacrer chaque année un certain nombre de mois de travail au projet de l'État. Ce système n'était pas considéré comme de l'esclavage, mais comme une relation réciproque. L'État fournissait la nourriture, la bière de chicha et la protection. En retour, la population apportait la force de travail nécessaire à la construction des infrastructures impériales. À Sacsayhuaman, on estime que 20 000 hommes travaillaient par équipes successives. Certains étaient des spécialistes, architectes, maîtres maçons ou fabricants de cordes, tandis que la majorité fournissait la force nécessaire pour tirer les pierres depuis les carrières. Le secret de cette mobilisation tenait à la maîtrise inca du terrain. Pour transporter un bloc de 100 tonnes, ils construisaient d'immenses rampes à faible pente, composées de terre compactée et de gravier. Ils utilisaient des centaines de mètres de grosses cordes en fibres tressées à partir des herbes résistantes des hautes Andes, et recouvraient les rampes d'argile humide ou de galets ronds servant de roulement rudimentaire. C'était une victoire de la coordination. Des contremaîtres utilisaient des chants rythmiques et des sifflets pour que des centaines d'hommes tirent exactement au même instant, produisant les brèves poussées d'énergie cinétique nécessaires pour vaincre la friction statique d'un monolithe de calcaire. Les murs en zigzag du site répondaient à plusieurs objectifs. Sur le plan stratégique, leur forme constituait une remarquable défense, permettant aux défenseurs de faire pleuvoir des projectiles sur les flancs de toute force attaquante. Sur le plan politique, le site servait de centre cérémoniel pour la fête de l'Inti Raymi, dédiée au dieu soleil. Mais à un niveau plus profond, il devait aussi démontrer que les Incas étaient les maîtres des montagnes. Ils ne construisaient pas simplement une forteresse. Ils remodelaient littéralement le flanc d'une montagne pour l'adapter à leur vision impériale. La science de la maçonnerie Inca repose sur la maçonnerie polygonale et l'emboîtement tridimensionnel. Contrairement aux briques rectangulaires de l'architecture occidentale, les Incas façonnaient leurs pierres selon des formes complexes à de multiples côtés. Chaque bloc était ajusté individuellement à ceux qui l'entouraient, produisant une structure comparable à un immense puzzle. Cette conception constituait une technologie antisismique très avancée. Les Andes figurent parmi les régions les plus sismiquement actives de la planète. Lorsqu'un séisme se produit, les pierres d'un mur inca sont en quelque sorte conçues pour danser. Elles bougent et vibrent sur place, absorbent l'énergie de la secousse, puis se remettent en position lorsque les vibrations cessent. Alors que les bâtiments coloniaux espagnols de Cusco se sont effondrés à plusieurs reprises lors de tremblements de terre, les murs de Sacsayhuaman sont restés debout pendant 6 siècles. La manière dont ces pierres étaient façonnées demeura mystérieuse pendant des siècles, donnant naissance à des théories sur des techniques capables de ramollir la roche. Mais les travaux du chercheur Jean-Pierre Protzen, dans les années 1980, apportèrent une explication plus concrète. Par l'archéologie expérimentale, Protzen démontra que le calcaire pouvait être travaillé avec des percuteurs de pierre, notamment des roches de rivière plus dures comme le basalte à olivine. En frappant le calcaire de manière répétée, un maçon pouvait enlever progressivement sa surface jusqu'à obtenir la forme recherchée. Protzen montra qu'un ouvrier expérimenté pouvait ainsi réaliser une surface parfaitement plane ou une courbe complexe en utilisant que ces outils simples. Ces expériences soulignèrent cependant aussi les limites de notre compréhension. Nous savons comment les pierres pouvaient être façonnées, mais nous débattons encore de la manière dont elles étaient ajustées avec une telle précision à une échelle aussi gigantesque. Pour ajuster un bloc de 100 tonnes contre son voisin, il aurait fallu le déplacer, vérifier son contact, le retailler puis le déplacer à nouveau, et cela à plusieurs reprises. La logistique nécessaire pour soulever et abaisser ces blocs jusqu'à obtenir un joint sans espace constitue un exploit de coordination difficile à concevoir aujourd'hui sans grues hydrauliques. La disparition de cette extraordinaire technologie commença avec la conquête espagnole dans les années 1530. Lorsque Francisco Pizarro et ses hommes prirent Cusco, ils furent stupéfaits par cette architecture, mais considéraient aussi le site comme une menace militaire.
La classe spécialisée des architectes et maîtres maçons incas, dépositaires des traditions orales liées au travail de la pierre, fut parmi les premières à être dispersée ou éliminée lors de l'effondrement de l'administration impériale. Sans le système de la mita pour organiser la main-d'œuvre et sans les maîtres de la pierre pour diriger les travaux, le savoir nécessaire à l'entretien et à la construction de ces murs disparut en une seule génération. Les Espagnols finirent par utiliser Sacsayhuaman comme carrière pour leur propre chantier à Cusco. Ils démontèrent les niveaux supérieurs, constitués de blocs plus petits, afin de bâtir des cathédrales, des édifices administratifs et des demeures privées. Mais lorsqu'ils atteignirent les parties basses des murs en zigzag, ils durent s'arrêter. Les blocs étaient tout simplement trop grands pour être déplacés ou détruits, avec les moyens techniques du XVIe siècle. Les Espagnols laissèrent les immenses monolithes de calcaire en place, non par respect pour l'accomplissement inca, mais parce qu'ils ne disposaient d'aucun moyen mécanique capable de les déplacer. Les ruines visibles aujourd'hui sont donc essentiellement les vestiges impossibles à déplacer d'un complexe autrefois bien plus vaste. À l'époque moderne, nous pouvons imiter l'apparence de la maçonnerie inca à l'aide de scies diamantées et de grues lourdes, mais nous peinons toujours à reproduire l'efficacité et l'intégration environnementale du système d'origine. La maçonnerie moderne privilégie la standardisation et la rapidité, tandis que les Incas exploitaient la géométrie unique de chaque pierre. Des études récentes utilisant le lidar et la modélisation tridimensionnelle ont montré que l'ensemble de la colline de Sacsayhuaman avait été remodelé, avec des systèmes de drainage cachés et des chambres souterraines qui commencent seulement à être cartographiées. Nous comprenons les principes géométriques des joints polygonaux, mais la logistique de l'ajustement par essais successifs à l'échelle de blocs de 100 tonnes demeure l'une des grandes énigmes de l'ingénierie antique. Alors que les bâtisseurs de l'Empire romain utilisaient leur puissance industrielle pour dompter certaines des roches les plus dures de la planète, des ingénieurs grecs exploitaient leur compréhension de la physique pour construire quelque chose de totalement différent. Ils créèrent un appareil qui condensait le mouvement de l'ensemble du système solaire dans une boîte en bronze à peine plus grande qu'une boîte à chaussures. C'était le mécanisme d'Anticythère, un objet si avancé qu'il remet en cause notre chronologie traditionnelle du progrès humain. Pendant près de 2000 ans, cet appareil resta dissimulé dans les profondeurs de la mer Égée, jusqu'à ce qu'une découverte fortuite de pêcheurs d'éponges transforme notre compréhension de la science antique. En 1900, un groupe de plongeurs cherchant à s'abriter d'une tempête mouilla près de la petite île d'Anticythère. En explorant le fond marin à environ 45 mètres de profondeur, ils découvrirent les restes d'un immense navire marchand romain qui avait sombré au 1er siècle avant notre ère. Parmi les statues de marbre et les objets de bronze remontés du site, se trouvait une masse de bronze corrodée et calcifiée qui semblait présenter peu de valeur. Elle resta 2 ans dans les réserves d'un musée avant de commencer à sécher et à se fendre. Apparurent alors les contours incontestables de dents d'engrenage et de mécanismes internes complexes, déclenchant un siècle de débats scientifiques. La structure interne de l'appareil comprend au moins 30 engrenages en bronze imbriqués, chacun taillé avec une précision microscopique. Ces roues n'étaient pas destinées à donner l'heure au sens moderne, mais à calculer les mouvements des astres. En tournant une simple manivelle sur le côté du coffret en bois, l'utilisateur pouvait faire avancer ou reculer l'ensemble du système dans le temps. Ce mouvement produisait différentes sorties mathématiques sur plusieurs cadrans, indiquant la position du Soleil, les phases de la Lune et les mouvements des 5 planètes connues des anciens. L'élément le plus sophistiqué de la conception mécanique réside dans l'utilisation d'un engrenage différentiel. Ce système permet de combiner 2 vitesses différentes en un seul mouvement de sortie. Un principe que les ingénieurs modernes pensaient autrefois ne pas avoir été inventé avant le XVIe siècle. Les Grecs l'utilisaient pour représenter le mouvement complexe de la Lune dans le ciel. Comme l'orbite de la Lune est elliptique, elle semble se déplacer plus ou moins rapidement selon les moments. Les ingénieurs reproduisirent cet effet avec un mécanisme à pions et rainures dans lequel un engrenage est légèrement décentré par rapport à un autre, créant une vitesse variable qui imite le cycle lunaire. À l'arrière de l'appareil, 2 grands cadrans en spirale suivaient des cycles plus longs, notamment le cycle de Saros utilisé pour prévoir les éclipses solaires et lunaires. Le mécanisme était si précis qu'il pouvait indiquer non seulement la date d'une éclipse, mais aussi le moment de la journée où elle se produirait, et même la couleur attribuée à la Lune pendant le phénomène. Il possédait également un petit cadran suivant le cycle de 4 ans des Jeux panhelléniques, afin que les grandes fêtes olympiques puissent être programmées avec précision. Cette intégration de données sociales, religieuses et astronomiques suggère que l'appareil constituait un outil culturel complet utilisé par l'élite grecque.
Il aurait été construit autour du IIe siècle avant notre ère, à une période où les mathématiques et la mécanique grecque atteignaient un sommet remarquable. Nous ignorons le nom exact de son fabricant, mais les spécialistes désignent souvent l'île de Rhodes comme son origine la plus probable. Rhodes était un grand centre d'études astronomiques et la patrie d'Hipparque, l'un des plus grands astronomes de l'Antiquité. Certains chercheurs pensent aussi que l'appareil s'inscrivait dans une tradition de construction mécanique initiée par Archimède de Syracuse, dont les sources rapportent qu'il avait fabriqué des sphères reproduisant les mouvements des planètes. Le IIe siècle avant notre ère fut une période d'intense curiosité intellectuelle dans le monde méditerranéen. Les savants commençaient à appliquer la géométrie au monde physique, créant des instruments capables de mesurer la circonférence de la Terre ou la distance jusqu'à la Lune. Le mécanisme d'Anticythère représente le sommet de cette démarche, une preuve matérielle que l'univers obéit à des lois mathématiques. Ce n'était pas un simple jouet destiné aux riches, mais un véritable calculateur analogique permettant de tenir dans les mains les secrets du système solaire. Pendant des décennies, la complexité réelle du mécanisme d'Anticythère resta dissimulée sous des couches de corrosion et de concrétion marine. Dans les années 1950, l'historien Derek de Sola Price entreprit la première étude scientifique approfondie de l'objet à l'aide de radiographie. Il fut le premier à comprendre qu'il s'agissait d'un ordinateur astronomique complexe plutôt que d'un simple astrolabe. Ses travaux furent révolutionnaires, mais les technologies de l'époque ne permettaient pas de traverser suffisamment le bronze dense pour reconstituer complètement l'organisation interne des engrenages. Les recherches de Price fournirent le premier modèle général du système, mais de nombreux engrenages associés aux planètes restaient mystérieux. Au début du XXIe siècle, le projet de recherche sur le mécanisme d'Anticythère, dirigé notamment par Tony Freeth et Mike Edmonds, utilisa une tomographie aux rayons X à microfoyer de pointe. Cette technique permit d'examiner les fragments en 3 dimensions et révéla des milliers de minuscules caractères grecs gravés sur les surfaces intérieures. Ces inscriptions formaient un véritable manuel d'utilisation, expliquant le fonctionnement des différents cadrans et la signification des symboles astronomiques. Cette avancée confirma que l'appareil intégrait des cycles correspondant aux 5 planètes: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les inscriptions n'étaient pas de simples étiquettes, mais un ensemble complexe d'instructions. Elles décrivaient les levées et couchers héliaques des étoiles, c'est-à-dire les moments où une étoile devient visible pour la première fois dans la lumière du matin ou disparaît dans le ciel du soir. Ces données étaient essentielles aux agriculteurs et aux marins qui utilisaient les astres pour suivre les saisons et naviguer. Le texte mentionne également la couleur des éclipses, à laquelle le monde antique attribuait une signification astrologique. Cela montre à quel point l'appareil était intégré à la manière dont les Grecs concevaient leur place dans le cosmos. Le navire naufragé d'Anticythère transportait probablement vers Rome des trésors grecs pillés afin de satisfaire la demande croissante de culture hellénique parmi l'élite romaine. La présence de nombreux objets de grande valeur suggère qu'il participait à une vaste opération de transfert du patrimoine grec vers la capitale romaine. La cargaison comprenait de la céramique fine, de la verrerie et même de grandes quantités de denrées de luxe, signe que le goût romain pour le raffinement grec alimentait une importante activité maritime. Lorsque le navire sombra dans les profondeurs de l'Égée, il emporta avec lui le seul exemple conservé d'un tel niveau d'ingénierie mécanique. Il est saisissant de penser que, si les plongeurs n'avaient pas découvert précisément cette épave, nous n'aurions peut-être jamais su que les Grecs étaient capables de fabriquer des engrenages aussi petits et aussi complexes. Les 15 siècles suivants ne livrent aucun appareil mécanique approchant véritablement le mécanisme d'Anticythère. Même si le Moyen-Âge produisit des horloges sophistiquées, celles-ci n'utilisaient ni les engrenages différentiels, ni les modèles mathématiques planétaires présents dans cette ancienne boîte de bronze. Le secret de l'ordinateur grec fut littéralement enfoui au fond de la mer. La disparition de cette technologie est souvent attribuée à un changement des priorités dans le monde méditerranéen. À mesure que la République romaine se transforma en empire, les mathématiques théoriques de haut niveau développées par les Grecs furent souvent éclipsées par l'ingénierie plus pragmatique des Romains. Les ateliers spécialisés capables de produire des engrenages en bronze assez précis pour représenter une orbite elliptique disparurent probablement lorsque la demande pour les modèles astronomiques diminua. Au moment où l'Empire romain d'Occident s'effondra, les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement d'une telle machine avaient presque entièrement disparu. Des horlogers et scientifiques modernes ont construit plusieurs répliques fonctionnelles du mécanisme, mais ces réalisations ont surtout mis en évidence l'extrême difficulté de la fabrication originale.
Pour atteindre la précision nécessaire, les constructeurs modernes utilisent généralement des fraiseuses commandées par ordinateur et des alliages à haute résistance. Les Grecs, eux, travaillaient avec des outils manuels et du bronze coulé. Ils devaient tailler à la main les dents triangulaires de chaque engrenage en veillant à une parfaite régularité afin que le système ne se bloque pas. Cela exigeait une dextérité manuelle et une intuition mathématique extrêmement rares, même chez les meilleurs artisans actuels. L'équipe de Tony Frith utilisa une machine de radiographie spécialisée pesant 8 tonnes pour scanner les fragments, ce qui permit d'observer l'intérieur du bronze en tranches de seulement quelques micromètres. Les chercheurs découvrirent que la grande roue motrice portait à l'arrière un ensemble complexe de 4 engrenages, jusque-là passés inaperçus. Ces engrenages correspondaient au cycle planétaire. Cette découverte constitua la dernière pièce essentielle qui permit aux chercheurs de construire un modèle complet, expliquant chaque cadran et chaque inscription conservée sur les fragments originaux. L'étude du mécanisme d'Anticythère nous a obligés à reconsidérer le niveau technologique du monde antique. Elle montre que les Grecs avaient résolu le problème consistant à transformer une théorie mathématique en dispositif physique bien avant la révolution scientifique. L'appareil formait un pont entre la géométrie abstraite des astres et les besoins pratiques de la navigation et de la mesure du temps. Il représente un sommet de l'ingéniosité humaine, atteint et maîtrisé avant d'être abandonné lorsque les civilisations de l'Antiquité entrèrent dans l'époque médiévale. L'épave d'Anticythère continue aujourd'hui d'être explorée par les archéologues à l'aide d'équipements de plongée modernes et de submersibles robotisés. De nouveaux objets sont régulièrement remontés à la surface, ajoutant chacun un détail supplémentaire à notre compréhension du dernier voyage du navire. Aucun autre mécanisme comparable n'a été découvert, mais les recherches se poursuivent pour retrouver des fragments du coffret en bois ou d'autres composants de bronze qui auraient pu être dispersés sur le fond marin. Le site reste l'un des plus importants lieux d'archéologie sous-marine au monde. Lorsque nous comparons le mécanisme d'Anticythère aux autres technologies examinées ici, un schéma de génie puis de perte apparaît clairement. Du béton autoréparateur de Rome à l'acier à forte teneur en carbone des Vikings, l'histoire humaine est jalonnée de tels sommets techniques. Ces percées ne furent pas de simples accidents heureux. Elles résultaient de connaissances spécialisées et d'efforts organisés. En comprenant comment les Grecs construisirent un ordinateur sans électricité, ou comment les Perses rafraîchissaient leurs habitations sans énergie mécanique, nous pouvons découvrir de nouvelles manières de résoudre les défis de notre propre époque. Ces technologies anciennes nous rappellent que l'innovation ne dépend pas toujours du matériau le plus récent ou du processeur le plus rapide. Parfois, la solution la plus sophistiquée est celle qui exploite les lois fondamentales de la nature de la manière la plus élégante.